On va s'arrêter sur le cas Louis Boyard, Éric Tegner, parce que Louis Boyard sera peut-être plus député dans quelques semaines, mais maire de Villeneuve-Saint-Georges, où il a des chances de l'emporter. Oui, c'est un peu passé sous les radars, mais vous risquez tous les deux de ne plus le voir à l'Assemblée nationale, peut-être dès justement Est-ce un risque ou une chance ? le 26 janvier. Alors ça, on leur demandera leur avis. Alors c'est simple, Louis Boyard, il a lancé officiellement sa campagne, c'était ce soir, ça vient tout juste de se terminer, et il y a présenté sa liste aux élections municipales, 36 personnes, avec la présence de Rachel Keke et Emmanuel Bompard. Et donc juste avant de venir sur le plateau, j'ai fait mon travail, j'ai commencé à éplucher un petit peu cette liste. Je n'ai pas pu encore tout voir, mais je suis tombé sur des choses très intéressantes, justement, qui représentent la stratégie de la France insoumise. Alors il y a un cas révélateur au sein de la liste de justement Louis Boyard, c'est le 7e de liste. Donc pas n'importe qui, il s'appelle Mohamed Ben Yaklef. Et lui, eh bien, il s'est fait remarquer parce qu'il a soutenu quelqu'un d'absolument pas fréquentable. C'est l'imam Ridwan, vous savez, ce salafiste de la mosquée de Pessac qui est sous OQTF en ce moment, justement, qui est en procédure d'expulsion parce qu'il a tenu des propos antisémites. Il a fait de l'apologie du terrorisme. Et donc ce 7e sur la liste, donc c'est-à-dire que si Louis Boyard est élu, ça sera un des adjoints au maire. Il aura vraiment des responsabilités. Il avait relayé sur sa page Facebook justement un appel à signer une pétition qui mettait également en avant une autre personnalité bien connue, c'est Maître Guezguez, qui est tout simplement l'avocat de la sphère frériste. Il a défendu par exemple le CCF. Donc là, c'est la 7e de liste. Il y a également la 2e de liste, donc c'est-à-dire le bras droit justement de Louis Boyard. Il s'est affiché avec elle hier lors d'une vidéo. Et lorsque j'ai regardé cette vidéo, qu'est-ce qu'on voit justement sur cette femme, Fadwa Sadak? Eh bien, tout simplement un kéfier sur lequel il y a la mosquée de Jérusalem. Il est écrit en arabe dessus, Jérusalem est à nous. Tout simplement, et c'est le 2e de liste de Louis Boyard. Alors c'est simple, l'ensemble des soutiens de Louis Boyard, ils ont vraiment le CV parfait pour LFI. Chérif, par exemple, dans Le Parisien, déclare « Je suis un islamo-gauchiste et LFI est le seul parti qui défend ma communauté et dénonce le génocide de Gaza ». Alors j'ai fait quelque chose aussi qui... Actuellement, je ne le fais pas, c'est plutôt dérangeant, mais étant donné que, justement, Louis Boyard a tendance à revendiquer une liste communautaire. Il le revendique, c'est assumé. C'est-à-dire, il dit « je veux mettre en place la diversité ». Et donc, sur les 38 candidats qui sont présentés, il y a 26 personnes qui portent un nom et un prénom d'origine étrangère, africaine et arabo-musulmane. Donc, c'est la vision, justement, qu'a Louis Boyard de cette représentation. On peut considérer qu'il faut représenter des minorités, mais il y a une véritable surreprésentation. Pourquoi ? Parce que Villeneuve-la-Garenne, eh bien, justement, c'est essentiellement des quartiers prioritaires. On sait qu'ils votent à 45% sur l'ensemble du territoire pour l'extrême gauche, donc c'est très important. Il y a des questions de trafic de drogue, et donc le Boyard, il pourrait tout simplement gagner, parce qu'il a fait 61% Villeneuve-Saint-Georges, 61% des voix aux législatives sur cette ville précisément. En revanche, selon mes informations, le 9 décembre, lorsqu'il a annoncé qu'il souhaitait se présenter, il n'était pas inscrit sur la liste électorale de cette ville. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, ce monsieur qui donne des leçons de morale, de diversité à tout le monde ? Eh bien, il est arrivé, il a dégagé un candidat qui travaillait d'arrache-pied pour se présenter, son clip de campagne était prêt, le nom de sa liste était prêt, et ce candidat était issu de la diversité, il s'appelle Mamadou Traoré, mais le Boyard, il lui a dit « dégage, c'est moi qui prends la place », donc on est encore... à nouveau sur une incohérence de la part de ce monsieur, mais c'est intéressant parce que c'est dans la stratégie de LFI. On sait que David Guiraud, Roubaix en 2026, Delogu, Marseille, Nathalie Oziol, Montpellier, l'ancrage local. Elle a tweeté, Ercilia Soudet, et pourquoi pas ne rendre hommage à Hitler pendant que vous y êtes. Donc elle compare, c'était une réponse à François Bayrou, et pourquoi ne pas rendre hommage à Hitler pendant que vous y êtes. Donc elle compare Jean-Marie Le Pen à Hitler. Oui, on est habitué à son indécence et je pense que derrière ça, il y a quand même une stratégie. Tout à l'heure, on disait que dans le fond, ça ramenait des voix au Rassemblement national, qu'il y ait ce type de tweet d'Ercilia Soudet où les gens qui étaient là hier, c'est oublier que l'objectif de ces gens, c'est de prendre le contrôle de la gauche. C'est pas de convaincre des gens de centre-droit de voter pour eux. Moi, je me souviens du moment des élections législatives, justement, Elias Dimsalène, quand il pouvait participer à des manifestations, ou quand la frange radicale participait à des manifestations de soutien au nouveau Front populaire, une grande majorité des discours, c'était pas forcément de critiquer l'extrême droite, le Rassemblement national, etc. C'était d'abord de dire, si le NFP gagne, on leur rappellera qu'il faut qu'ils tiennent leurs promesses. Ils occupent la rue pour envoyer des messages. Et Mathilde Panot, justement, elle se fait leur relais. C'était l'objectif, justement. C'est de leur dire, on est là, on radicalise l'opinion, parce que la gauche, elle est de ce côté-ci. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué juste avant Noël, c'est par exemple les 2 youtubeurs Dany et Raz, qui sont des influenceurs très importants dans cette frange LFI de l'extrême gauche, qui ont reçu Ruffin
et qui l'ont engueulé devant 1500 personnes. Et c'est ça leur objectif aujourd'hui. Ils poussent la gauche à se radicaliser. Parce que en permanence remettait en question le terme de génocide bien sûr. sur Gaza. Et du coup, derrière, ils leur mettent la pression. Donc là, il fallait qu'ils montrent qu'ils étaient capables d'être 1500. En attendant, on voit les socialistes. Ils n'y arrivent pas bloqués dans cet élément parce qu'ils sont dans une bataille qui va être politique derrière. Il y a un point qui était intéressant aussi dans l'interview de Radouane. C'est cet homme qui dit « Oui, mais moi, mes ancêtres algériens, justement, ils ont été torturés par Jean-Marie Le Pen. » C'est-à-dire qu'au-delà d'ailleurs de la fake news, que ça n'a jamais été réellement prouvé. Mais il en a fait, il l'a justifié. Il faut quand même dire que ça il a justifié. réellement prouvé. Il a reconnu et justifié. Il y a un aspect qui est important, c'est qu'ils ont importé sur le sol français le conflit palestinien. Ils importent également le conflit algérien. Ils se retrouvent justement à avoir des origines algériennes. Et une fois en France, ils sont heureux finalement que quelqu'un meure parce que pour eux, ça rend justice à leurs grands-parents. C'est quand même dire l'état d'esprit, non pas de toute cette communauté, mais d'une partie de cette communauté justement, qui en fait est encore dans ce sentiment de vengeance. Et ça, c'est ce qui marque dans l'interview qui a été faite. Vous faites partie, Eric Tegner, des 78% de Français qui sont favorables à l'interdiction du voile à l'université et lors des sorties scolaires ? Bien entendu. Bruno Retailleau a complètement raison quand il dit que l'activité extrascolaire, c'est l'école hors les murs. Ça revient finalement, ça rentre déjà dans le cadre de la loi qui est censée justement interdire. Donc là-dessus, il a raison. Et ça rentre aussi dans le cadre d'une progression du port du voile depuis des années. Donc forcément, l'éducation à ces jeunes a un impact. Il y a eu une étude de l'INED qui a été faite, il y en a assez peu. La dernière, c'était de 2020, qui montrait qu'en 2009, il y avait 18% des femmes qui étaient âgées entre 18 et 50 ans qui portaient le voile. On a progressé à 28% justement en 2020. On a vu également que c'est à 42% en ce moment pour les femmes qui sont en couple. Donc c'est extrêmement important. Il y a une conquête islamique sur le territoire français en raison du voile. Et la question de l'université, dans le fond, c'est celle qui est la plus polémique, qui est posée de la part de Bruno Retailleau. Mais il a raison de la poser parce qu'on voit très bien en ce moment à quel point l'université est devenue un champ politique. On le voit depuis le 7 octobre. On le voit comment aussi, lorsque justement ils font partie de minorités comme à Sciences Po, ils prennent le lead. Ils ont cette capacité à le faire. Ce qui est plus compliqué, quand vous échangez avec beaucoup de professeurs, c'est pour les sorties scolaires. Dans bien des cas, si vous n'avez pas les mères voilées, il n'y a pas de sortie scolaire parce qu'il n'y a pas de mère accompagnatrice pour venir. Ça en dit long, mais lundi, on parlait de ce qui se passait au Royaume-Uni. Bien, la population changeant, justement l'entrisme islamique progressant, ils se sont retrouvés à mettre en place des polices communautaires. On va finir à ça si on n'est pas capable dès maintenant de dire ce n'est pas parce que les familles ne sont pas capables de venir et d'ôter le voile qu'on va céder. Vous savez, c'est les fameux accommodements raisonnables. Il ne faut pas être capable de le faire, sinon c'est à la cantine et c'est partout. On est sur une logique non pas seulement de ne pas céder du terrain face à l'islamisme, mais de reconquérir du terrain. Donc si on commence à faire ce type d'accommodement raisonnable, ce n'est pas bon. Et Louis Alliot, ce qui est intéressant, sa remarque, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il est maire. Et en fait, c'est souvent du côté des maires, même des maires de droite, qu'on peut voir ce type d'accommodement parce qu'ils se retrouvent avec une population, effectivement, où ils sont obligés, pour ne pas avoir de problématique d'émeute, de céder. On se rappelle d'Alain Juppé, qui était maire de Bordeaux, qui avait développé cette question de l'identité heureuse, des accommodements raisonnables. C'était lui qui le faisait en permanence. Et c'est là où, en fait, sur cette logique de guerre, moi, avec tout le respect que j'ai pour Rachel Kahn, je me permettrais une petite, justement, nuance sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je l'ai fait avec le sourire. C'est que je pense que sur la question du voile, le problème, c'est que il y a 10 ans, quand on commençait à en parler pour l'interdire, on utilisait des arguments développés par la gauche laïque, Caroline Fourest, un petit peu cette gauche marianne, qui disait qu'il fallait l'interdire au nom de la liberté de la femme. Et on n'osait pas l'interdire au nom de la lutte contre l'islamisme. Et on a découvert quoi ces dernières années ? Énormément de jeunes femmes musulmanes sur TikTok qui disent que leur liberté, justement, c'est de porter le voile. Et d'ici quelques années, ça va cesser de progresser. Donc la question de la liberté de la femme, pour moi, ne suffit absolument pas pour lutter contre le voile. C'est une question de lutte contre l'islamisme parce qu'on n'est pas une civilisation islamique. Moi, j'ai une question. Quand on parle d'immigration en France, souvent, les gens, ils se disent pas que ce qui va poser problème, ça va être l'immigration ukrainienne, l'immigration des pays en provenance du Nord. En règle générale, ils se disent il y a un problème quand même avec l'Algérie. Sauf que la loi immigration que vous vantiez tout à l'heure, la loi de Darmanin, eh bien, dans le fond, c'était Dréancourt qui l'expliquait très bien. L'ancien ambassadeur en Algérie. Exactement, raison de cet accord, étant donné que les traités sont supérieurs aux lois. On commençait par la loi immigration en disant ceci ne concerne pas les Algériens. Ça servait à quoi dans ce cas-là ? On se retrouve à faire des lois immigration. On dit que la seule population avec laquelle on a un problème, qui est la première population en place de prison, un taux d'incarcération 7 fois supérieur à celui des Français, eux, on ne fait pas de loi sur eux.